associés à des polyphosphates. En fait, l'uranium est très affin pour les phosphates. Et ici, une dépollution d'une eau, d'une eau contaminée avec de l'uranium, en conditions soit aérobie ou anaérobie, avec cette bactérie. Et on voit qu'à bout d'une centaine d'heures, quelque chose comme 4-5 jours, on a pratiquement décontaminé totalement la solution. Et ce sont des systèmes simples qui ne demandent aucune énergie. Là, c'est l'accumulation en fait, de technétium dans une autre bactérie qui s'appelle Shewonella. Bon, c'est différents exemples. Là, ici, au niveau pariétal, chez cette bactérie, la précipitation de l'uranium qui forme des complexes en fait, avec des phosphates. Également, ici, de l'accumulation de palladium qui est réduit au niveau de la paroi cellulaire. On arrive même à former pratiquement des structures cristallines d'uranium à partir d'effluents de minés chez certaines bactéries. Bon, voilà, c'est différents exemples de ce type de process. Alors, comment utiliser ça? En fait, ça, maintenant, on sait de mieux en mieux comment confiner, en fait, que ce soit des bactéries ou des microalgues dans des supports qui vont être soit des mousses, soit des verres fruités, soit des porcelaines, de façon à les intégrer dans un process industriel, en fait. Et ça, par exemple, c'est utilisé, voilà un exemple, c'est en Afrique du Sud, c'est une usine qui, en fait, extrait à partir d'arsénopyrite de l'or, qui est à la base en très très faible quantité, mais que les bactéries vont permettre de précipiter. Et ça peut se faire également in situ. Alors, là, c'est l'inverse de ce qu'on souhaite faire quand on décontamine, mais au contraire, là, c'est une exploitation d'uranium à partir de minerais qui a des teneurs très très faibles. Et on utilise des bactéries qui, dans ce cas, vont oxyder le minerai, et donc vont rendre disponible cet uranium qu'on va pouvoir récupérer pour l'utiliser dans un cycle normal. Donc vous voyez qu'on peut adapter ces bactéries à différents processus. Là, je vais passer maintenant aux plantes supérieures. Alors, quand on parle de plantes supérieures et de remédiation, on parle de phytoremédiation. Donc, je vous l'avais dit, il y a la phytoextraction qui va être d'accumuler dans la plante, ou la phytorhizodégradation qui va être dégradée dans le sol. Donc ça ne peut pas s'appliquer à des éléments métaux lourds ou nucléaires. Ce qui est très important, bon, je suis passé rapidement sur cette dia, mais c'est en fait à la fois la biomasse qu'on va faire et le coefficient de transfert. La dépollution, ça va être le fruit de ces deux facteurs. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'il y ait un transfert important, et également avoir à faire des plantes qui font une forte biomasse. Par exemple, on connaît des plantes qui accumulent de façon extraordinaire du cadmium ou du zinc, à plusieurs pourcents pour le zinc. Mais ces plantes, qu'on appelle des métallophytes, sont toutes petites, donc on ne peut pas tellement les exploiter. Donc ça, c'est en fait le diagramme d'un projet européen qui s'est appelé FILES, et qui était de voir les possibilités de remédiation d'un sol contaminé. Donc c'était en Italie, un sol contaminé avec du plomb, et de façon quand même très importante, puisque 300 000, 200 mg par kilo, c'était très chargé. Je crois que c'est un sol qui vient d'une région où il y avait une fonderie. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais simplement ce qui est intéressant, c'est ici. Donc en fait, là, on porte les coefficients de transfert, c'est-à-dire le rapport entre la concentration dans la plante par rapport au sol d'origine. Vous voyez que si on se contente de faire pousser un tournesol, en fait, la plante n'aura en teneur que 3% de ce qu'il y avait dans le sol. Donc en fait, l'extraction va être extrêmement faible. On voit que si on passe à une autre plante qui s'appelle la moutarde indienne, brassica, je ne sais, on augmente ça d'un facteur 2. Et une autre variété de cette même espèce, on peut à ce moment-là augmenter d'un facteur 3. Ensuite, il y a d'autres moyens, c'est de mettre des intrants dans le sol qui vont être des chélateurs, donc différents chélateurs qui sont essayés, le DTA, le DTA potassique, et vous voyez que dans ces conditions-là, avec l'espèce la plus performante et le meilleur chélateur, on passe à un coefficient de transfert qui est de 2,7 par rapport à 0,03 au départ, c'est-à-dire qu'on a augmenté l'activité de transfert vers la plante d'un facteur 90. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Bon, quand on est dans un tel cas d'un sol pollué de ce point-là, c'est difficile. Et malgré tout, une remédiation à force de culture va demander une vingtaine d'années.
Bon, ça c'est un autre exemple de phytoextraction de l'uranium à faible contamination par toujours 2 espèces. Donc là, toujours cette moutarde indienne, et puis là, c'est l'orégra en fait. Et vous voyez que dans des conditions normales, l'extraction est pratiquement nulle, hein, ça c'est le facteur de transfert. Si on rajoute un peu de bicarbonate, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, si on rajoute de l'acide citrique, qui va chélater l'uranium de façon assez efficace, ce chélate, ce complexe, va être pris par la plante de façon beaucoup plus efficace, puisqu'on obtient une concentration in planta qui va être 7 fois celle du sol d'origine. C'est à peu près le même process qu'on retrouve chez l'orégra, sauf que le bicarbonate a un effet plus important. Donc voilà, c'est évident que les plantes elles-mêmes ne vont pas avoir une efficacité énorme. Après, on peut chercher des plantes, par exemple, et ça existe, comme le lupin, qui extrait par lui-même du citrate dans le sol, et donc qui va augmenter le processus. Bon, un dernier exemple de ce type, je ne vais pas vous détailler tout ça non plus, mais c'était l'essai de 2 espèces, en fait, pour dépolluer un sol contaminé au polonium. En fait, le coefficient d'extraction de ce polonium était extrêmement faible, et on voit par contre, donc c'est de l'ordre, je ne sais pas ici, on retrouve ce chiffre ici, c'est 1,5 becquerel par gramme, ce qui est pratiquement rien. C'est du PU, pardon, oui. Pas du polonium, c'est un peu trop dangereux pour nous. Mais que quand on ajoute un agent en fait, qu'on utilise comme décorporant du PU également chez l'humain, qui est le DTPA, on peut augmenter d'un facteur 160 ce rendement. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies pour aider les plantes, surtout pour que cet élément, l'élément qu'on veut décontaminer, devienne biodisponible pour les végétaux. Alors le césium, j'y reviens, c'est quand même un élément qui est complexe. En général, c'est lui qui va s'étendre sur une plus large surface lors d'un accident nucléaire. Donc là, c'est la cartographie du césium dans le cas de Tchernobyl. Là, ce qui s'est passé à Fukushima. Et il est émis en très grande quantité. On parle de pétabecquerel, dans 10 puissance 15 becquerel, c'est sur des très grandes surfaces. Une caractéristique du césium, c'est qu'il va se déplacer lentement dans les sols. Ça, c'est une manip qui avait été faite par quelqu'un de l'IRSN. Et en fonction du temps, en fait, il ne va pas pénétrer beaucoup plus que 10 ou 15 cm. Et un autre problème, c'est que les végétaux, en fait, vont en partie le recycler. C'est-à-dire qu'en fait, durant leur cycle de vie, ils vont absorber du césium. Lorsque les feuilles vont être sénescentes, elles vont retourner à la litière, qui va libérer ce césium, etc. Une autre caractéristique du césium, c'est qu'il interagit avec le sol. Sur une petite fraction supérieure, en fait, il va être chélaté sur des acides humiques de façon relativement faible. Et là, en fonction de variation rapide du pH ou de potentiel redox, il peut être largué. Et par contre, sur une couche plus profonde, il va être fortement fixé, et surtout s'il y a des argiles. En fait, les argiles, des silicates d'aluminium, présentent des strates. Et dans ces strates, ce sont des pièges à cations. En général, c'est du potassium qu'on trouve à cette interface. Et ce potassium va être en fait rapidement remplacé par le césium parce qu'il a une beaucoup plus faible énergie d'hydratation. Donc il va remplacer le potassium et il va être rémanent dans ces endroits pendant très longtemps et très difficile en fait à chélater de ces espaces. Alors si on en revient aux plantes, elles ont des caractéristiques très différentes selon les espèces en termes d'accumulation du césium. Donc là, c'est une étude de transfert qui a été faite par une équipe, et on voit que par exemple des plantes comme la quinoa ou la betterave sucrière, la marante également, a un fort coefficient de transfert pour le césium, alors que le trèfle ici, la fétuque, ont des coefficients de transfert très faibles. Donc on voit qu'il faudra adapter aussi l'espèce aux contaminants qu'on veut développer. Et la difficulté de la phytoremédiation, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres, c'est-à-dire qu'il faut quand même que cette espèce puisse pousser là où on veut remédier, c'est-à-dire que subisse ces contraintes climatiques locales, etc. Donc on voit que c'est multiparamétré et assez complexe. Donc il y a des expériences qui ont été faites, par exemple à Brookhaven. Brookhaven, c'est un endroit où il y avait un vieux réacteur qui a un peu fui sur le tard et qui a relargué du strontium et du césium en quantité pas très importante.
Mais donc des scientifiques en ont profité pour essayer de voir les capacités d'extraction de 3 plantes, donc l'amarante, une brassica et un genre de pois. Et voilà l'extraction que sont capables de faire ces 3 plantes en termes de césium et de strontium. Donc on voit que certaines sont plus affines pour le strontium, l'amarante est capable un peu d'assimiler les deux. Donc ils ont fait une projection de dépollution en utilisant des plantes, et on voit que pour baisser de moitié la pollution due au césium, il va falloir à peu près une quinzaine d'années. Et pour baisser de moitié celle du strontium, ça peut se faire à peu près 6 ans. Bon, là, c'est fait sans aucun adjuvant, je dirais, pour accélérer la transfert. Il y a la radioactivité naturelle aussi, la décroissance naturelle. Oui, bon, alors le strontium, je ne me rappelle plus de la période, je vais l'avouer. Le césium, 137, c'est 30 ans,1, donc il y a une partie, effectivement. Il y a une partie. Non, c'est 30 ans la période. Oui. Bon, nous, là, pour les gens qui ont visité l'IPEC, il y a peut-être quelques mots qui ont été dit sur ce type d'activité. En fait, ce qu'on cherche à comprendre, moi je ne travaille pas vraiment en phytoremédiation ni en bioremédiation, on travaille en physiologie cellulaire, en biologie moléculaire, sur les processus qui interviennent dans le